Alors mon propos portera sur le couple droit et économie, leurs relations au pluriel et leur évolution dans un contexte de mondialisation. Pour ce faire, la première partie de cette communication sera consacrée au couple droit-économie, avec, si vous permettez, un brin d'humour et d'actualité, puisqu'il est débattu à l'heure actuelle du mariage pour tous. Mariage de raison, je l'aborderai sous cet angle-là. Un couple qui ne parle pas forcément le même langage, avec des niveaux de discours différents, mais qui débouche tout de même sur une ébauche de dialogue. La deuxième partie traitera de ce couple droit-économie à l'épreuve de la mondialisation, en mettant tout à la fois en exergue l'adaptation du droit des activités économiques, tant contractuelles qu'institutionnelles, et bien sûr leurs limites. Et là, j'oserais à pousser la plaisanterie jusqu'à parler de ménage à trois. Alors, la rencontre inévitable entre le droit et l'économie, je ne vous apprends rien à ce niveau. Dans la toute première version du Code civil en 1804, donc, le droit ne s'occupait en rien de l'économie. Le citoyen, envisagé comme un être totalement abstrait, détaché de son milieu économique et social, n'est pas protégé des abus de la puissance économique. Par la suite, le début du XIXe siècle consacre une ère libérale sans précédent, entièrement dominée par la puissance patrimoniale, financière et commerciale de la bourgeoisie. Mais comme vous le savez, le jeu de la libre concurrence crée mécaniquement un phénomène de concentration capitalistique des moyens de production. Car c'est un fait, quelle que soit la société concernée, la tendance naturelle de l'humanité est la domination, voire l'élimination des faibles par les puissants, au point que l'abus de libéralisme s'est nourri de ce même libéralisme, au risque de le vider de toute essence. L'État s'est donc trouvé devant la nécessité d'établir des normes de direction de marché, ce que les juristes nommeront plus tard l'ordre public économique de direction. Dans le même temps, c'est une époque où l'accroissement des inégalités économiques est véritablement réel. Le principe si théorique de l'égalité semble en décalage violent avec son époque. L'État prend la mesure de la nécessité d'ériger des règles juridiques pour protéger les économiquement faibles, ce qui conduira à une union de raison pour les protéger. Car les crises économiques se succèdent jusqu'à la retentissante crise de 1929. C'est probablement cette crise qui célèbre pour le meilleur et pour le pire l'union du droit et de l'économie, car en effet, à partir de 1929, il y aura le droit commun d'une part, et véritablement l'explosion de régimes dérogatoires d'autre part, dont l'objet est bien souvent de protéger des catégories générales et abstraites d'individus présumés en situation de faiblesse économique. Nous voyons au tout début la prise en compte du phénomène économique par le droit, et dans le même temps, l'effet explosif de l'économie sur le droit, qui de un devient multiple par le phénomène de multiplication des régimes dérogatoires, mais, comme nous y reviendrons, vous verrez que le droit n'a pas oublié de prendre sa revanche. L'histoire est alors écrite, le rapport droit-économie sera donc forcément complexe et ambigu. J'embrosserai les relations, comme je vous l'ai dit dans une première partie, en voyant donc la célébration, ou dès la célébration de l'Union droit-économie, une composante mondiale, en ce que la crise de 29 n'est pas celle d'un État unique, mais de plusieurs systèmes de société, régis par des systèmes juridiques différents et des visions bien sûr différentes de l'économie. J'y reviendrai dans la deuxième partie. Alors l'union de raison, droit-économie, deux personnalités bien trempées. Je ne tenterai pas et je ne prendrai absolument pas le risque de tenter une définition du droit devant vous. Je me contenterai de citer la définition classique. Le droit est l'ensemble des règles et normes générales et impersonnelles qui attribuent prérogatives et droits aux personnes et qui sont susceptibles d'une exécution contrainte institutionnalisée, notamment par l'intervention de la puissance publique, c'est-à-dire de l'État. Le droit français, mais je m'expose déjà à la critique, est un droit de tradition civiliste à l'opposé du droit anglo-saxon. On reviendra sur ce point, mais il me semble que cette dimension du droit français n'est pas étrangère à la complexité de la relation du couple droit-économie. Alors, je me sens bien sûr plus à l'aise lorsqu'il s'agit de définir l'économie, même si la notion est ambivalente. L'économie désigne soit un ordre de discours qui se perçoit comme scientifique, on parlera alors de science économique ou d'analyse économique, elle-même plus hétérogène qu'on ne le pense le profane, comme nous le verrons plus loin. Soit une dimension substantielle des réalités juridiques, nous parlerons alors de dimension économique, du contrat, de la délégation de services publics, de la responsabilité administrative,
Et dans ce contexte, le qualificatif économique est souvent pris au sens large, renvoyant à des considérations financières ou comptables. Dans les faits, c'est la rencontre de l'offre et de la demande généralement organisée qui caractérise ainsi le marché. Alors je n'entrerai pas dans les tendances et donc je ne qualifierai pas l'économie de l'offre ou de la demande, bien que le président Cotte m'ait déjà présenté avant que nous commencions 3 articles sur Keynes, je ne qualifie pas, et notamment les conséquences, notamment en matière de création de richesses. 2 personnalités bien trempées, mais avec des intérêts communs d'organisation de la société. M. Aupetit a montré que les relations droit-économie sont passées au cours des 3 derniers siècles par des phases successives d'imbrication, puis d'antagonisme, ou d'ignorance mutuelle, et enfin d'intérêt réciproque. Après que l'économie ait été influencée par des conceptions juridiques, au point qu'Adam Smith considère l'économie politique comme une branche de la législation, cette science aspirait à l'autonomie, sous l'influence notable notamment de Max Weber, qui opposait radicalement l'ordre juridique au caractère normatif, logique ou systématique, à l'ordre économique, traduisant certaines répartitions du pouvoir effectif de disposition sur les biens et services économiques. À l'époque moderne, un double mouvement anime les relations économiques. D'une part, il est incontestable que le droit prend en compte le facteur économique, et d'autre part, l'économie prend aussi en compte le phénomène juridique. Si le second mouvement, que nous nommerons économie du droit, demeure encore marginal en France, en revanche, le premier a véritablement acquis droit de cité. Il s'agit du droit économique. S'il est sûr qu'une vision économique du droit existe, il est en revanche discutable d'attribuer au droit économique une réelle autonomie par rapport au droit privé. Nous touchons ici un problème plus général qui est celui de l'émergence d'une kyrielle de droit dit autonome, dépourvu de véritable contenu et ne portant pas sur une véritable matière juridique. Il en est ainsi, entre autres, pour le droit de la distribution, le droit de la consommation. Le premier est en fait une extrapolation du regroupement de contrats spéciaux, tandis que le second se résume principalement à un système de protection fondé sur un critère, somme toute, subjectif, le consommateur, sans être caractérisé par un critère objectif permettant de déterminer la matière traitée. Or, poser la question de l'existence du droit de la consommation revient à s'interroger sur la méthode de protection utilisée. De la même façon, concernant le droit du travail, et je n'empiéterai pas, Maître Sabaté, sur votre prochaine conférence, la relation économique est en principe une relation d'égalité. C'est la raison pour laquelle il a pu se développer, notamment avec Hayek, une conception du droit qui voit dans celui-ci son aspect purement formel, assurer la liberté des transactions. En revanche, la particularité de la relation de travail conduit à une technique d'approche totalement propre. Le droit du travail est d'abord une organisation des conditions du travail dans le cadre de rapports de force inégaux entre l'employeur et le salarié. Il est aussi l'initiateur des indispensables négociations lors de difficultés avec ce dernier. Peu de réponses satisfaisantes ont cependant été proposées à ces problèmes, car que faire en cas de faillite d'une entreprise importante? Les Américains ont répondu « too big to fail ». Sont donc en jeu les problèmes des coûts sociaux liés à la disparition de l'entreprise et ceux de la perte d'efficience dans un marché concurrentiel en cas de son maintien. De même, comment organiser la flexibilité du travail? Le tissage de liens étroits entre le droit et l'économie est une question d'autant plus cruciale que se développent des formes nouvelles de régulation, de pans entiers de la vie économique et qu'apparaissent des considérations économiques au cœur même de la régulation juridique, comme le démontre l'essor du droit de l'énergie et des réseaux ou les pratiques étrangères en matière de partenariat public-privé. Les nouvelles formes de contrats entre personnes publiques et personnes privées supposent en effet de recourir à l'analyse économique et financière dans la négociation du contrat, son financement et sa supervision. Les juristes ne peuvent plus ignorer la place prise par les considérations économiques dans le droit et dans le droit public en particulier. Un couple qui ne parle pas le même langage. En effet, droit-économie, c'est souvent un dialogue en partie contrarié. L'ambivalence du terme économie se manifeste clairement dans la distinction entre l'économie du droit et le droit économique, comme le relève à juste titre Gérard Farjeat dans son ouvrage « L'économie du droit conduit une analyse économique du droit », alors que le droit économique s'attache
à une analyse juridique de l'économie. Il est possible à cet égard que le dialogue entre droit et économie soit souvent contrarié par un malentendu entre juristes et économistes. Alors que les premiers entendent l'économie dans un sens substantiel, les économistes l'entendent dans un sens purement analytique. En France, lorsque nous souhaitons analyser les relations entre le droit et l'économie, entre les juristes et les économistes, force est de constater, au moins chez les juristes, l'existence d'un malaise, pour reprendre le terme de Martine Lombard. Ce sentiment est d'ailleurs difficile à qualifier précisément. Discorde, conflit, dissension, voire d'autres qualificatifs. En tout état de cause, l'un des signes de ce malaise réside dans la difficulté que rencontre l'analyse des relations entre le droit et l'économie à s'implanter donc en France. Mais au-delà de la méfiance des juristes, dont nous verrons plus tard qu'elle n'est pas sans cause objective, à l'égard de ce courant spécifique de la science économique, les deux disciplines coexistent avec difficulté et leurs spécialistes se regardent assez souvent en chaîne de faïence. Ce malaise a été diagnostiqué par des observateurs venant d'horizons divers, universitaires, juristes, hauts magistrats, économistes, y compris étrangers. Et ce constat est persistant. Le diagnostic relativement désabusé des relations entre les deux disciplines faites par Mackay n'est pas récent. Certains ont pu rappeler le même constat fait déjà en 1939 par le professeur d'économie politique Gaëtan Pirou, qui disait entre le droit et l'économie politique, entre le juriste et l'économiste, il y a souvent plus d'opposition que d'affinité. Mais ce constat n'est pas propre à la France. La même résistance, voire méfiance, semble se rencontrer dans d'autres pays, notamment dans les pays d'Europe du Sud. Et même en Allemagne, où le mouvement du Law and Economics a été reçu relativement mieux et plus tôt que dans beaucoup d'autres pays européens, le développement de travaux communs entre les deux disciplines ne semble pas à la hauteur des attentes que beaucoup pouvaient avoir. Le premier constat est que la relation entre ces deux mondes fait des étincelles, alors qu'au contraire, beaucoup de facteurs devraient concourir à rendre l'échange entre les deux disciplines Pareto optimal, c'est-à-dire améliorant le bien-être collectif tout en satisfaisant chacun des membres des deux communautés. Il reste qu'il faut alors surmonter les différences d'approche qui sont, à mon sens, autant de matières à échange fructueux si on les prend dans ce sens-là. Alors ce dialogue en partie contrarié, il ne faut surtout pas qu'il confine au dialogue de sourds, du fait de la rigueur différenciée des langages juridiques et économiques, de la double hétérogénéité des écoles de pensée, ça c'est un point à mon sens très important, de la parcellisation de l'enseignement et du recrutement entrave au développement de la pluridisciplinarité. Les deux disciplines ont des niveaux de discours différents, qui resserrent donc des termes employés par le professeur d'économie, toujours Gaëtan Pirou. Il dit « le droit et l'économie politique ne sont pas de même nature. L'économie politique pense, et j'y reviendrai, être une science, elle observe des faits, elle recherche les causes qui les engendrent, les lois qui les commandent, les régularités qui s'expriment. En tant que science, elle ne juge pas, elle n'apprécie pas, elle ne défend pas. Le droit, tout au contraire, a pour objet et pour mission de formuler des prescriptions, de dégager des principes, d'élaborer des réglementations. Il apparaît que de nombreux travaux d'économie du droit, en dépit du sérieux de leur auteur et de l'ambition scientifique qui les sous-tend, sont réalisés sans toujours prendre en compte la complexité des dispositifs juridiques, notamment lorsqu'ils ne s'adressent pas tant aux juristes qu'à la communauté des économistes. Or, nous savons qu'au sein de cette dernière, l'échange scientifique et sa légitimité reposent plus sur les théories mobilisées, les problématiques et le langage parlé, que sur le réalisme juridique qui, méthodologiquement s'entend, n'est ni un enjeu ni une condition de validité du discours économique. De notre côté, un droit économique qui s'appuie sur une conception de droit en tant que système autonome et mène une analyse exclusivement juridique de l'économie n'a pas besoin, pour être pratiqué, de mobiliser des savoirs économiques. Je vous ai parlé de niveaux de discours différents. À mon sens, il y en a 4. Les niveaux de discours de la science économique sur le droit. Il s'agit de répondre à la question simple en apparence, de quel droit parlent les économistes? Autrement dit, quelle représentation se font les économistes du droit et quelles sources juridiques utilisent-ils? Tout d'abord, les économistes sont parfois amenés à analyser des concepts juridiques. C'est le concept de la Law and Economics, que vous connaissez tous, qui a prospéré outre-Atlantique et qui consiste à soumettre les concepts juridiques à une analyse microéconomique destinée à théoriser les relations qui unissent le droit et les comportements économiques, ainsi
que les résultats de ces relations en termes d'efficience. Selon la même méthode, il a été développé une visée normative dont la finalité est de repenser les concepts juridiques sous l'angle économique. Cette branche s'est implantée en France, comme en témoignent les travaux consacrés au mode de règlement des conflits, au droit administratif, à la justice administrative et à l'interprétation de contrats, notamment en matière de droit de la propriété. Alors, je crois que la limite de cette démarche tient dans le fait qu'elle s'appuie sur l'exploitation de concepts juridiques stylisés, déconnectés de la réalité du fonctionnement économique du droit. Les analyses du droit privé de la responsabilité civile, à mon sens, en sont un exemple significatif. Le recours, souvent discursif ou rhétorique, à des outils d'analyse économique tels que les coûts, les incitations, le bien-être, est pratiqué sur un fond de distinction entre deux idées doctrinales de la responsabilité, pour faute ou objective. En effet, la doctrine décrit l'univers du droit de la responsabilité sous l'angle de ces deux formes. Or, la finalité de la doctrine n'est pas d'établir scientifiquement, systématiquement et globalement les traits réels du droit existant à une période donnée. Elle est de contribuer à une rationalisation de la normativité des règles. Les concepts de faute et de risque élaborés dans une visée normative ne permettent pas, et ce n'est pas leur objet, de qualifier les réalités du fonctionnement du droit de la responsabilité, où la faute et le risque, finalement, se côtoient quotidiennement, comme l'a montré du reste Evelyne Serverin dans son étude de l'indemnisation des victimes corporelles d'accidents de la circulation automobile. Les économistes peuvent être amenés à faire valider leur analyse par les détenteurs d'un savoir juridique, c'est assez courant. De tels travaux sont en particulier réalisés dans le domaine des contrats. Dans ce contexte, les sources juridiques mobilisées par les économistes ne sont pas le produit de ce que nous serions tentés d'appeler une intégration verticale entre le droit et l'économie, mais d'une sous-traitance par les économistes de la production de savoir juridique. Là encore, force est de constater que nos deux niveaux de discours, droit-économie, existent réellement. En effet, la doctrine juridique est un discours centré pour l'essentiel sur la qualité formelle des règles. Ce n'est pas le produit de protocoles de recherche sur le fonctionnement social et économique de la régulation juridique. Même si la doctrine ne néglige pas bien sûr l'intégration de la jurisprudence en droit positif. Ce travail important n'en demeure pas moins méthodologiquement de nature formelle. Or, le phénomène contractuel est fortement investi par des économistes qui visent à dégager la qualité des règles de droit en termes de cohérence avec les propriétés strictement économiques des contrats. Ainsi, Éric Brousseau estime que le common law des États-Unis a des vertus que le droit civil n'a pas quant à la souplesse des ajustements des contrats en cours d'exécution, dans un environnement toujours changeant et imprévisible a priori. Selon lui, le droit privé américain, selon lui, je dis bien, faciliterait la renégociation de contrats incomplets, alors que le droit civil français serait hostile à l'incomplétude des contrats, à leur renégociation et à leur interprétation judiciaire. Dans la même perspective, Claude Ménard compare les droits français et américains de la détermination des prix dans les contrats de longue durée. Il estime que la common law n'est pas hostile à la conclusion de contrats de longue durée du fait qu'elle n'impose pas de prix déterminé, alors que le droit français est plus réservé. Cette réserve se manifeste, on le sait tous, par l'obligation de détermination du prix lorsqu'il n'est pas déterminé en référence à des éléments indépendants de la volonté des parties. Le dialogue entre droit et économie ne peut se contenter d'une information doctrinale des économistes sur les caractéristiques juridiques des objets étudiés, surtout lorsqu'elles font intervenir des éléments de droit comparé. Et il me semble important, et c'est une piste que vous seuls pouvez suivre, que le dialogue pourrait être renouvelé s'il se nourrissait de travaux de droit et d'économie comparée. J'en arrive au troisième niveau de discours, de l'économie sur le droit. Les économistes sont parfois amenés à produire des analyses économiques, empiriques, de données juridiques. En France, cette intervention est très limitée, bien qu'elle représente, à mon sens, un enjeu considérable pour l'avenir. Nous en voyons un exemple dans la thèse de Doria Duban et dans un rapport de recherche pour la mission de recherche Droit et Justice. Ces recherches se déploient à l'interface des méthodes théoriques et des données judiciaires et soulignent la complexité de leur articulation au regard de deux contraintes. D'une part, la distance qui sépare les données judiciaires bâties sur des catégories institutionnelles, des modèles économiques focalisés sur les variables comportementales,
et d'autre part la nécessité d'interpréter les résultats de traitement statistique au prisme du contexte procédural et institutionnel en vigueur. Mais les approches statistiques et quantitatives ne sont pas la seule voie d'entrée dans l'analyse économique. La production des tribunaux peuvent ainsi recevoir une interprétation économique qualitative. Je crois me souvenir du reste que M. Beissus l'a souvent évoqué au cours de son intervention. Force est toutefois de constater que les organes de régulation de la concurrence, par exemple, demeurent l'objet exclusif de l'attention des économistes. L'investissement dans les domaines du droit qui ne ressortissent pas de la concurrence reste un chantier à ouvrir. Enfin, le dernier niveau de discours de l'économie sur le droit se caractérise par le recours à l'observation de ce que j'appelle le droit en action, c'est-à-dire la production jurisprudentielle. L'importance économique du droit réside ici dans la découverte des effets des changements juridiques sur les comportements collectifs ou individuels, dans un cadre de rationalité procédurale et d'apprentissage institutionnel de la signification pratique de l'ensemble des règles. C'est le cas notamment des travaux du Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique pour le Commissariat général au plan sur les droits d'auteur. Il se développe à l'interface du droit, de l'économie et des sciences de gestion. Il vise à élucider les processus de transformation des règles juridiques, le code de la propriété intellectuelle et la jurisprudence judiciaire sur le droit d'auteur, en outil de gestion, en particulier dans le domaine des sociétés de perception, répartition des dits droits. Mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Au total, si cet inventaire en 4 niveaux de discours n'est pas sans soulever certaines interrogations à l'égard des méthodes adoptées par les économistes lorsqu'ils se saisissent des objets juridiques, elle démontre que les économistes, quoi qu'il en soit, ont déjà commencé à nouer un dialogue avec le droit. Mais qu'en est-il du côté des juristes? Le niveau de discours de la science juridique sur l'économie, les règles juridiques influencent l'économie au point qu'elles peuvent en servir de levier. Nous pourrions même aller plus loin et considérer que le droit est le reflet d'une certaine conception des rapports sociaux, traduction objective de la nécessité sociale et détermine en retour les comportements économiques. Ainsi, des droits de nature dissemblable expliqueraient-ils la différence entre les structures économiques capitalistes et socialistes, par exemple? Faut-il souligner la dimension économique que revêt la quasi-totalité des objets juridiques? Il est acquis qu'ils sont susceptibles, à un titre ou à un autre, d'être rattachés à l'activité économique des entreprises, des commerçants, des collectivités territoriales, de l'État ou encore des établissements publics. Mais quelles sont les représentations de l'économie dans ce discours juridique? Tout d'abord, force est de constater la rareté d'un discours du droit sur l'économie. Ainsi, le droit économique, qui devrait traduire la place réservée par les juristes aux économistes, porte en lui les limites du dialogue. Ripper l'énonçait en ces termes: le droit économique est avant tout du droit, mais un droit qui entend prendre en considération les faits et plus spécialement les mutations économiques des sociétés contemporaines dans le but de les organiser. En d'autres termes, le droit économique constitue une appropriation de l'économie par le juridique. Il n'y a dans ce discours rien de neuf sur le plan méthodologique. Fondé sur une conception positive du droit, il se raccroche aisément à la pensée des juristes de la fin du XIXe siècle et de leurs successeurs immédiats, qui, sans parler de droit économique, entendaient inventer un système susceptible de répondre déjà aux défis d'une société industrielle, censé mettre à mal la philosophie du Code civil, certains auteurs allant même jusqu'à soutenir que ce système devait consister dans l'édification d'un ordre juridique corporatif. Un deuxième niveau de discours de la science juridique sur l'économie consiste en l'analyse économique du droit. Pour faire bref, j'avancerai que la démarche qui anime l'analyse économique du droit se situe exactement à l'opposé du droit économique. Tentative d'appréhension du droit par l'économie, elle s'est développée selon plusieurs formes. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on pourrait dire qu'en ce qui concerne les juristes français, l'analyse économique du droit est utilisée le plus souvent pour mesurer la portée économique des règles juridiques. Mais ces travaux sont encore plutôt minoritaires. Plus spécifiquement, ce qui semble bien empêcher l'analyse économique du droit de s'imposer, selon les propos d'Hayek, c'est une ancienne tradition dogmatique qui privilégie l'étude des textes, mais aussi un vieux fond moraliste qui n'a jamais été favorable à l'économie.
Cette tradition est d'ailleurs aujourd'hui valorisée par un courant de pensée très actif parmi les juristes. Ceux qui s'en prévalent insistent en particulier sur ce qu'ils estiment être la portée anthropologique du droit, ce qui les amène à privilégier l'étude d'une histoire de longue durée, celle de la construction du droit civil, au sens de civilisation, héritée du droit romain, dont il est en quelque sorte admis qu'elle aurait su instituer les individus et les rapports qu'ils entretiennent en forgeant des catégories juridiques à peu près immuables. Dans cette optique fortement teintée de juste naturalisme, l'analyse économique du droit ne pouvait être dénoncée et combattue car elle constituerait des instruments de décivilisation du droit français. Devant cette réserve que je viens de vous citer, et qui, à mon sens, persiste chez les privatistes, peut-être pouvons-nous alors nous tourner vers le droit public. Je n'ai bien sûr pas la compétence pour détailler ici les spécificités nombreuses du droit public économique sur le droit économique décrit plus haut. Ce qui m'est apparu assez clairement toutefois, c'est que le juge administratif, en forgeant les outils destinés à l'élaboration de sa jurisprudence, a rejoint sur certains points les interrogations des économistes et les remèdes qu'ils ont proposés. Si cette conjonction devait être illustrée, le domaine des contrats publics me semble le plus représentatif des progrès du droit administratif en direction d'une interaction, d'un dialogue avec l'économie. À cet égard, les recherches menées sur la répartition du risque dans le contrat ou son équilibre ont donné l'occasion de souligner les vertus pour les contrats publics de la science économique. Pour résumer et pour simplifier, nous pouvons avancer que le droit des contrats en droit public s'est construit différemment qu'en droit privé. Il s'est nourri de réalisme juridique, à savoir en premier lieu que l'étude du droit doit être induite de la réalité et non déduite de postulats théoriques, et en second lieu que l'étude du droit ne saurait être détachée de celle des phénomènes économiques et sociaux, politiques et culturels qui l'induisent. La démarche me semble constructive, mais je me permets d'attirer votre attention sur le fait suivant. L'économie n'est pas une science neutre, encore moins exacte, et encore moins de pure objectivité. Il me semble donc indispensable que le droit garde une certaine distance nécessaire à la neutralité du cadre et de la règle de droit. Arrivé à ce point, je vous proposerai d'ébaucher une perspective de dialogue interdisciplinaire en défendant la thèse de l'analyse économique qui permet de renouveler un certain nombre de questionnements juridiques sur le droit entendu comme opérateur économique. Si je me risque à vous livrer une ébauche d'un dialogue, je vous dirai que les mutations de la régulation juridique invitent en effet à réhabiliter le recours à l'économie en surmontant l'association héritée du passé, malheureusement entretenue de nos jours, entre l'économie du droit, les valeurs de marché et un libéralisme parfois, souvent du reste, débridé. Je pense qu'une grille de lecture économique du droit, jointe à une sensibilité pour l'analyse du fonctionnement des dispositifs juridiques, peuvent constituer des moyens de renouveler l'appréhension du droit. Et à cette fin, je vous proposerai 4 voies. L'appréhension du droit comme opérateur économique, d'abord. Le droit privé comme le droit public doivent être pensés comme des opérateurs économiques, ça n'engage que moi. Ils définissent les conditions dans lesquelles les relations économiques sont organisées, régulées, le cas échéant réglées par les tribunaux judiciaires ou administratifs. Les dispositifs juridiques du droit des contrats privés ou administratifs, de la responsabilité civile, de la propriété, de la procédure, mais également les règles d'interprétation des contrats litigieux ou plus généralement la jurisprudence judiciaire ou administrative sont autant de domaines dans lesquels des acteurs situent leurs relations économiques et se livrent tous à des anticipations. L'attente des acteurs vis-à-vis de leurs co-contractants, de la position des tribunaux dans le cas d'un éventuel contentieux, donne aux relations juridiques la dimension d'une matrice de la coordination économique. Un exemple, à ce titre, qui est peut-être un mauvais exemple, mais qui malheureusement s'applique à notre pays, le droit fiscal. Si je cite les travaux de la Fondation Concorde, parus récemment, qui a mis en exergue le fait qu'en 20 ans, le départ de plusieurs milliers d'entrepreneurs avait fait perdre 1 million d'emplois directs en France. La deuxième voie consiste en l'évaluation du droit. L'évaluation de la législation, de la réglementation en vigueur et des règles jurisprudentielles est une question récurrente dans la doctrine. Nombreuses sont en effet les interrogations des juristes portant sur les conséquences économiques du droit positif,
ou des décisions judiciaires. Or, l'évaluation des effets réels ou probables de la règle constitue un domaine dans lequel les économistes ont peu investi, ou alors de manière tout à fait formelle et surtout très théorique. Et dans ce domaine, les économistes sont détenteurs de savoirs techniques, par contre, par leur maîtrise des outils d'analyse quantitative, statistique ou économétrique. Malheureusement, lorsque les évaluations économiques portent sur des domaines dans lesquels la dimension juridique est présente, comme la loi par exemple sur la réduction du temps de travail, les économistes, peu au fait de la complexité de la mise en œuvre des dispositifs juridiques, conçoivent les textes législatifs comme des énoncés essentiellement performatifs. Les textes législatifs ou réglementaires font advenir dans la réalité les normes qu'ils portent en eux. Cette conception, qui est davantage un a priori que le produit d'une théorisation, revient à faire du monde du droit un ensemble de normes impératives et de commandements qui seront confrontés à la réalité économique. Aussi, dans cette sphère de l'évaluation des effets économiques ou sociaux du droit, des progrès notables pourront être effectués à condition qu'économistes et juristes coopèrent étroitement. Si ces derniers, donc, les juristes, peuvent apporter une vision plus riche et précise de la nature des énoncés juridiques, les premiers, donc les économistes, peuvent apporter leurs compétences techniques qui seront d'autant plus utiles que l'attention sera focalisée sur l'observation des processus de mise en œuvre du droit. Mais cela exigera de la doctrine, qu'elle porte un regard plus large sur les règles et soit attentive à ce que le comparatiste Édouard Lambert appelait naguère les facteurs extrajudiciaires de la mise en œuvre du droit, la pratique administrative, les pratiques notariales, la pratique des entreprises, des organisations professionnelles. Dans ce domaine, la coopération entre juristes et économistes sera d'autant plus fructueuse qu'elle reposera sur une vision sociologique du droit, attentive à la mise en œuvre des règles dans un cadre dynamique et vivant. La troisième voie consiste en le renouvellement des approches de la doctrine par l'intégration de grilles de lecture économique, je l'ai évoqué. Le renouvellement des approches de la doctrine excessivement casuistique et formaliste est une question maintenant posée tant par les juristes privatistes que par les juristes administrativistes. De nouvelles questions et des problématiques originales apparaissent. Le droit du contrat administratif permet-il de concilier la nécessaire coopération entre personnes publiques et personnes privées, ainsi que la maîtrise des prix des marchés? Le partage des risques dans le contrat administratif est-il efficace d'un point de vue économique? Les remèdes à l'inexécution des obligations contractuelles doivent-ils être étudiés d'un strict point de vue juridique ou en intégrant une appréciation plus fine des circonstances et des effets économiques des solutions envisageables? Dans quelles circonstances est-il opportun de mettre en œuvre des clauses pénales dans les contrats? La liste de ces questions, bien sûr, pourrait être allongée, mais je me suis tenu à quelques exemples pour faire le constat de l'émergence de nouvelles problématiques dans la doctrine. À cet égard, encore une fois, le recours à la coopération avec des économistes peut se révéler d'une grande utilité dans la mesure où un certain nombre de questions, de concepts et de catégories d'analyse peuvent contribuer à ce renouvellement en cours de la doctrine. Par exemple, dans le domaine du contrat, l'utilisation de notions économiques d'aléa moral, de sélection adverse, très important rencontré notamment en matière financière, d'asymétrie informationnelle, constitue un moyen de sensibiliser la doctrine aux questions de comportement des acteurs du contrat, en asseyant sur de nouvelles perspectives l'exigence de bonne foi au sein du contrat, bien sûr, ou encore la nécessité d'assurer l'équilibre des obligations qu'il cristallise. La dernière voie serait de progresser vers une meilleure compréhension du fonctionnement du droit positif. Mieux comprendre le fonctionnement du droit positif est pour moi désormais, et pardonnez-moi de le répéter puisque je ne suis pas un juriste, une question centrale. Comme je l'ai dit précédemment, il est utile de se poser à nouveau des questions de la théorie juridique nord-américaine des premières décennies du XXe siècle relatives au réalisme juridique. Les économistes peuvent contribuer à cette entreprise en réalisant les études empiriques appropriées sur le fonctionnement du droit positif, études qui permettent d'éclairer la doctrine, mais aussi le législateur ou les responsables de l'action administrative. Mais c'est aussi le cas avec la sociologie empirique du droit, à condition qu'elle change de perspective, qu'elle s'attache plus au fonctionnement social du droit qu'à de prétendus égards entre la règle et la pratique. Pour les économistes,
L'enjeu consiste à mieux comprendre la dimension juridique de leur objet, si cette dimension économique est forcément pertinente et importante. En bref, il s'agit pour les uns comme pour les autres de saisir les enjeux économiques du changement juridique, des innovations institutionnelles. À cet égard, les problématiques juridiques et économiques qui commandent au développement des partenariats publics-privés me paraissent constituer un excellent terrain d'étude. Alors sur cette partie, pardonnez-moi, qui aura été un peu longue et probablement sur laquelle vous aurez beaucoup à dire, mais c'est l'intérêt, je dirais qu'il est remarquable de voir se développer en France des travaux de recherche pluridisciplinaires qui, tout en ne se signalant pas dans le champ de l'économie du droit, renforcent les analyses économiques par une densification de leur ossature juridique. Et cette évolution est aujourd'hui notable. Elle témoigne de la pertinence d'une incorporation du juridique comme élément constitutif de la recherche économique appliquée et semble apte à répondre à la demande sociale exprimée par les décideurs publics. En conclusion, donc, sur cette partie, la diversité des voies d'entrée dans l'étude du juridique est sans nul doute une richesse de l'analyse économique. La pluralité des formes de traitement des variables juridiques l'est assurément également. Il est néanmoins d'une grande importance que les différents niveaux de discours sur le droit que nous avons rencontrés précédemment soient finalement assumés comme tels. Et comme nous l'avons vu dans cette partie, le droit et l'économie, et ça me ravit, constituent un couple vivant, en évolution constante et en demande impérative de plus de dialogue. C'est aussi un couple qui, par essence, ne peut se permettre le divorce, pardonnez-moi, quelles que soient les épreuves qu'il rencontre. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité en deuxième partie évoquer l'influence de la mondialisation sur cette évolution, tout en étant convaincu qu'il s'agit là de l'une de ces épreuves majeures qui contribuera à le renforcer. Les activités économiques sont au corps de la mondialisation, je ne développerai pas, vous savez tous ça. La mondialisation, vous le savez aussi, elle revêt une réalité très complexe et multiforme, puisqu'elle présente a priori et sur son fondement trois visages, celui d'une volonté politique forte des États, celui d'un phénomène réellement planétaire et celui enfin d'une financiarisation croissante et probablement exagérée de l'économie. La volonté politique, je n'y reviens pas, c'est la crise de 29, les guerres mondiales successives, les dévaluations compétitives, tout ce que vous savez, mais qui ont permis de cristalliser les limites de notre système et qui ont mis surtout en exergue les réformes à entreprendre. Il était nécessaire d'assurer la stabilité d'un système financier international et il était aussi nécessaire de libérer les échanges en éliminant les obstacles au commerce et à l'investissement. La mondialisation a un visage planétaire. Je ne reviendrai pas sur la chute du mur de Berlin, sur la Chine en pleine révolution, là aussi, et sur l'extraordinaire performance des innovations technologiques. Le troisième sujet, c'est que malheureusement, je dis bien malheureusement, et ça n'engage que moi, la mondialisation a aussi le visage d'une financiarisation croissante de l'économie. On verra que c'est un vrai sujet puisque cet aspect-là consacre la déconnexion entre l'économie réelle vers une économie virtuelle et on verra la place que le droit doit occuper, enfin, à mon sens, sur ce domaine-là. Donc, libéralisme et capitalisme tentent de conquérir la planète, tout ça, vous le savez. Je rajouterai que cette évolution est amplifiée donc par deux facteurs. La libéralisation des marchés financiers et leur fusion, qui aurait dit il y a 20 ans que les bourses se feraient concurrence, qu'elles en arriveraient même à fusionner. La déconnexion, je n'en parle pas. Les enjeux de la mondialisation non plus, vous savez qu'ils sont considérables et qu'ils contribuent à mettre les États en concurrence les uns avec les autres. Et ces fameux États, s'ils veulent continuer à exister dans cette concurrence, ils doivent être concurrentiels et attractifs. Et donc c'est tout leur système d'organisation économique, sociale et juridique qui est mis en cause. Qui écrit les règles du jeu de la mondialisation? Je reviendrai à La Fontaine en disant que la raison du plus fort est toujours la meilleure, pardonnez-moi. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. C'est également vrai en économie. C'est un vieil axiome de l'histoire que les règles du commerce sont toujours écrites par ceux qui contrôlent le plus grand marché mondial. Tous ceux qui veulent accéder à ce marché sont obligés de respecter ces règles. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Pour le moment, les règles du jeu de la mondialisation sont écrites par les forces qui soutiennent le libéralisme, vous le savez, par les anglo-saxons. Ne soyons pas naïfs, nous sommes sur le terrain des rapports de force et la guerre des systèmes socio-économiques et juridiques. Toutes les armes sont employées pour déstabiliser le concurrent, comme par exemple les classements internationaux du type Doing Business. La France n'échappe pas à cette concurrence et si elle veut exister, elle doit rester attractive. Alors, quelle est la situation de son droit des activités économiques? Jusqu'à une époque assez récente, il a présenté 4 caractéristiques. La première, c'est l'existence d'un droit commercial, considéré comme un droit d'exception par rapport au droit commun, un droit professionnel, disait Ripert. La deuxième, c'est le droit d'une économie étatique, d'une économie administrée. Il y a toujours eu une tendance lourde à la réglementation en France, où l'on sait que le pouvoir est plutôt détenu par l'administration. C'est dans les cabinets ministériels ou préfectoraux que se règlent les problèmes. Quelle importance peut avoir le droit et le juge quand la solution des problèmes dépend des ministres ou des préfets? La troisième caractéristique, c'est l'Europe. Le droit français actuel des activités économiques est en grande partie issu du droit européen, vous le savez tous. Rares sont les domaines dans lesquels il n'y a pas de texte européen. Or, ces textes présentent 2 aspects importants. Le premier est qu'ils ont pour objet les activités économiques, marché et entreprise. Ils ne connaissent ni l'acte de commerce, ni le droit commercial. Sous son influence, le droit français devient de plus en plus un droit des activités économiques. Le second aspect est qu'il est, au moins pour le moment, d'inspiration très libérale. Et c'est souvent par le biais de l'Europe que la mondialisation influence le droit français. La quatrième caractéristique, c'est l'existence d'un droit commun des obligations de grande qualité et surtout d'une liberté contractuelle très étendue et très efficace dans le domaine des relations entre entreprises. Une économie étatique, administrée, une tendance lourde à la réglementation ne sont guère compatibles avec une mondialisation fondamentalement libérale. Il est évident que la France ne peut imposer au monde son modèle socio-économique, tout le monde le sait. Elle doit s'adapter, elle l'a fait, elle continue à le faire, mais là aussi je considère qu'il y a des limites à cette adaptation. Pourquoi? Parce que quand la mondialisation dérive, il n'y a de sauvegarde que dans le droit et la justice. Je l'affirme avec force. C'est la raison pour laquelle je parlerai d'adaptation en invoquant l'adaptation contractuelle d'une part et l'adaptation institutionnelle d'autre part. L'adaptation au droit des activités économiques à la mondialisation a suivi donc 2 voies. La première est celle d'une adaptation spontanée du droit à l'évolution des activités économiques. Elle est essentiellement réalisée par le contrat, elle est l'œuvre de la pratique. La seconde est plus institutionnelle, c'est essentiellement par les textes ou des modes de régulation générale qu'elle se réalise. Et là, elle révolutionne des parties importantes de notre droit. L'adaptation contractuelle, vous le savez, c'est essentiellement la conséquence de la pression des entreprises. Le droit est un élément essentiel pour la solution de leurs problèmes, mais faut-il qu'il soit adapté? Nous avons alors assisté, et cela continue, à une extraordinaire créativité juridique sur ce domaine. Dans une économie de l'offre, les entreprises sont toutes en concurrence, plus l'offre est abondante, plus la concurrence est vive, et plus le commerce se mondialise, plus la concurrence est intense. Et dans une situation de concurrence, les entreprises peuvent adopter 2 types de stratégies. Soit elles s'organisent pour être les plus compétitives sur leur marché, soit elles recherchent une différenciation concurrentielle sur leurs produits, sur leurs process, sur leur organisation, sur leur business model. Elles peuvent d'ailleurs combiner les 2 stratégies. Mais pour la réaliser, elles inventent sans cesse de nouvelles relations avec les fournisseurs, avec les clients, avec les financiers, entre elles. Elles font des joint ventures. Elles pratiquent de plus en plus l'outsourcing. Et c'est là où nous rejoignons, en tout cas pour ma part, le droit. Nous rejoignons le droit parce que dans toute nouvelle relation d'affaires complexe, tous les éléments de la relation doivent être organisés juridiquement, de manière spécifique, en tenant compte des objectifs des parties, notamment de leurs objectifs stratégiques. Qu'il s'agisse de leurs prestations, de garanties, de procédures de conclusion, de vie, de cessation de leurs relations. Qu'il s'agisse aussi de modes de règlement de leurs litiges. Qui est saisi de ces problèmes? Qui doit les résoudre? C'est le juriste d'entreprise, conseil juridique, pardonnez-moi, ancienne appellation, avocat. C'est principalement sur le fondement de la liberté contractuelle que s'est développée cette
activité juridique. Je rajouterai même que pour certains, le contrat est un outil de réduction des risques. La pression de la concurrence et la fertilité de l'imagination des hommes d'affaires vont conduire les praticiens à créer un nombre très important de nouvelles relations juridiques dans la plupart des secteurs d'activité des entreprises. Distribution, cession, croissance externe, segmentation des activités, j'en passe et des meilleurs. Ce sont pratiquement tous les domaines de l'activité économique qui sont concernés. Pour ceux qui sont sur le marché, sur le terrain, je pense aux avocats notamment et aussi aux notaires, peut-être un peu plus qu'aux magistrats, pardonnez-moi, c'est que pour nous le constat est saisissant. Il y a 20 ans, des contrats de franchise, des contrats d'ingénierie, des LBO, des joint ventures, des garanties de passifs. Il nous arrivait d'en rencontrer, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est, je dirais, le courant de la vie. Et les litiges auxquels donnent lieu ces contrats issus de la pratique sont souvent réglés, du reste, par arbitrage ou en amiable composition. Par contre, la pratique va aussi imaginer un très grand nombre de nouveaux rapports juridiques, de nouveaux contrats et de nouveaux montages. Et ce qui est remarquable dans notre pays, c'est qu'en marge d'une économie administrée comme celle de la France, finalement, le droit des activités économiques se développe de manière extraordinairement vivante sur le fondement de la liberté contractuelle. Et ce ne sont pas du tout les mêmes problèmes que nous rencontrons lorsque nous examinons l'adaptation institutionnelle du droit français à la mondialisation. L'adaptation institutionnelle du droit des activités économiques est générale. Cette adaptation a pu être imposée par l'OMC directement ou plus généralement par le droit européen. La France doit changer son droit. L'adaptation peut également être la conséquence de contraintes et d'opportunités économiques, bien sûr. Mais cette adaptation présente la caractéristique d'être réalisée par branches de droit dans des domaines bien déterminés. L'exemple qui vient toujours à l'esprit, c'est le droit de la concurrence, voire le droit de la propriété intellectuelle, parce que ceux-là sont particulièrement visibles et clairement identifiés. L'adaptation du droit français des activités économiques peut suivre des voies beaucoup plus complexes. Il ne s'agit plus de modifier simplement un aspect du droit, mais d'adapter tout un système. Le système ou le modèle de l'entreprise capitaliste est un bon exemple. Son rôle dans la mondialisation est primordial, puisqu'il s'agit de la détention et de l'exercice du pouvoir économique. Mais dans le monde, il n'y a pas qu'un seul système de l'entreprise capitaliste. Des différences importantes opposent les systèmes anglo-saxons, rhénans, japonais et français, pour en citer quelques-uns. La mondialisation les a mis en concurrence. Dans cette concurrence, le système anglo-saxon a incontestablement influencé le droit français, qu'il s'agisse du droit des sociétés ou du droit financier. Dans la culture dominante, il a été pendant longtemps un capitalisme d'État, en France, pour son système tel que vous le connaissez, tel que nous le connaissons, un capitalisme industriel totalement étranger à cette idée de financiarisation de l'économie. Aujourd'hui, nous voulons des champions nationaux et nous parlons dans le même temps de patriotisme économique. 1981, sans vous porter préjudice, je pense que tout le monde était né, la mondialisation s'intensifie et dans le même temps, en France, on nationalise les entreprises et les banques. L'État conserve des participations majoritaires dans les grandes sociétés. Alors c'est vrai que cette forme de capitalisme a parfaitement réussi après la Seconde Guerre mondiale, au point que, il n'y a pas très longtemps, la France avait un taux de croissance qui était supérieur à celui des États-Unis et qui se classait immédiatement après le Japon. A l'inverse, le système anglo-saxon repose sur des idées bien différentes, puisque les anglo-saxons sont des disciples d'Adam Smith, vous le savez, voire de Turgot, qui, ça ne vous a pas échappé, avait supprimé les douanes intérieures. Selon Smith, dans une économie de marché, la poursuite donnée par les individus en matière d'entreprise conduit à favoriser les intérêts généraux de la société, qui génère lui-même un bien-être général. C'est en particulier le cas de ceux qui entreprennent, les entrepreneurs, les investisseurs et les actionnaires. La conséquence logique de cette idée est que l'entreprise n'a d'autre finalité et ne peut avoir d'autre finalité que d'enrichir ses propriétaires. Et les économistes considèrent que les actionnaires sont des propriétaires des entreprises. Ainsi, dans ce système-là, tous les aspects de la société sont organisés juridiquement en cohérence avec cette logique.
Cette vision de la société s'est estompée dans le droit anglo-saxon lorsque aux États-Unis, il s'est substitué au droit des actionnaires le droit managérial. Le pouvoir appartenait alors presque sans partage aux dirigeants. Mais cette façon de gouverner, on va dire, a connu un terme à la fin du XXe siècle, car il ne faut pas oublier que dans ces pays-là, et notamment aux États-Unis, on a assisté à l'extraordinaire montée en puissance des fonds de pension et des investisseurs institutionnels, ainsi que le private equity. Et pour séduire les investisseurs, les titres de société sont très diversifiés dans leur nature et les droits qu'ils confèrent. Donc toutes les opérations sur les sociétés elles-mêmes le sont aussi. Et l'objet du droit est d'organiser toutes ces opérations et de protéger, bien sûr, les actionnaires et les investisseurs. Et c'est toujours dans cette logique que sont organisés aujourd'hui les marchés financiers, l'intermédiation, l'information financière. Je passe sur ce qui fait mon quotidien, la certification des informations et ces autorités de régulation qui sont de plus en plus nombreuses. Les grandes sociétés françaises sont aujourd'hui toutes multinationales, avec des filiales, des joint ventures dans des sociétés étrangères, des participations dans le monde entier. Ce qui ne vous a pas échappé, c'est que la majorité des sociétés du CAC 40 sont détenues par des fonds étrangers, donc qui ont plutôt tendance à s'appuyer sur une législation qui n'est pas la législation française et encore moins la législation européenne. Et c'est pour cela que je dis que l'adaptation du droit français devra être aussi très importante, car on l'a vu au travers de toutes les réformes, et j'y reviendrai pas, en matière notamment de gouvernance, avec les rapports Viennot, le rapport Bouton. Je passe sur le scandale aux États-Unis en 2001 et la loi Sarbanes-Oxley, ce qui s'en est suivi en France avec la loi sécurité financière du 1er août 2003. Or, la réforme de l'organisation de ce droit-là a conféré aussi une évolution certaine à la comptabilité et par là même au droit. Car la comptabilité, comme vous le savez, est liée au droit, et il y a une formule célèbre de M. Garnier qui disait et qui a écrit que la comptabilité est l'algèbre du droit, et clairement, je vous dis très publiquement, je crois que c'est vrai. Cependant, nous pouvons nous poser la question de savoir si cette comptabilité aujourd'hui n'offre pas l'exemple emblématique où la prolifération de textes étouffe le droit. Je le crois. Je passe sur le fait que, bien évidemment, l'information financière est mondiale et que là, il y a une sorte de télescopage entre les comptabilités des pays, l'information financière des différents pays, qui ne permettent pas d'aboutir à une comparabilité. Or, ce que veulent ces réformes, c'est aboutir à cette comparabilité. Alors, à côté de ça, on observe quand même en France des parts importantes de notre système juridique qui est renforcé, voire qui est conservé et qui est renforcé. Et là, j'en viens aussi, et je ne déflorerai pas bien évidemment votre communication, Monsieur Sabaté, mais il est clair que dans le même temps, les mesures qui concernent les salariés se sont renforcées et même ont considérablement évolué en matière de participation, d'intéressement, d'actionnariat. Et donc, ça a conduit à admettre que dans les entreprises, il n'y avait pas seulement des actionnaires ou des managers, mais qu'il y avait aussi des salariés et que certains d'entre eux pouvaient avoir droit à un partage de la plus-value. De la même manière, la jurisprudence en France a marqué une attention vigilante quant au respect par les dirigeants de l'intérêt social de la société. S'il est nécessaire qu'il y ait une adaptation du droit à la mondialisation, en tout cas pour moi, il apparaît difficile d'accepter toutes les évolutions au seul motif qu'elles sont imposées par la mondialisation et par l'économie. Parce que je considère qu'au-delà de l'économie, c'est la société qui est en jeu. Alors, j'en viens, et je vais en terminer avec les limites de l'adaptation du droit des activités économiques à la mondialisation et qui, à mon sens, existent. Les règles du jeu de la mondialisation sont inspirées par, encore une fois, je l'ai dit, par ceux qui le soutiennent, c'est-à-dire le libéralisme et le capitalisme anglo-saxon, ainsi que par le monde de la finance. M. Dumarest observe que le vrai clivage en train de se cristalliser n'est pas à se situer dans le débat sur la supériorité de tel ou tel système juridique, loin s'en faut.
Il considère et il concerne la préconisation par les rapports Doing Business et ses inspirateurs d'une standardisation hâtive du droit d'auteur ou du droit autour d'un modèle abstrait, cherchant à réduire le rôle du droit et des institutions à des simples outils économiques, au service du partenaire le plus fort, sans prendre en compte les garanties que le droit accorde aux deux parties, et en tout cas aux plus faibles. La mondialisation comporte effectivement des risques sérieux de marginalisation du droit. C'est par exemple le risque d'ignorer le droit ou de le réduire à l'état d'un outil. Un autre risque est la conséquence de la nature fondamentalement économique et financière de la mondialisation. Il est tentant d'écarter le droit pour lui substituer des régulations souples à finalité économique, ce que nous connaissons et ce que nous avons vu déjà. À quoi peut mener l'ignorance du droit? Elle peut avoir des conséquences catastrophiques pour la société. La crise du subprime aux États-Unis l'illustre parfaitement. Est-ce qu'en France, on aurait pu arriver à cette situation? Je vais tenter d'y répondre. Mais auparavant, il convient de retenir que la crise du subprime résulte de prêts immobiliers, vous le savez tous, qui ont été accordés à des Américains sans ressources. Pour moi, la cause de la crise aux États-Unis est facilement identifiable. Elle est de nature purement juridique. Elle résulte tout simplement de l'insuffisance du droit américain relatif aux prêts immobiliers aux particuliers. La simple défaillance de ce droit provoque une crise qui touche l'ensemble des places financières et l'ensemble de l'économie mondiale. C'est le triomphe de l'ingénierie juridico-financière et des modèles mathématiques sur le bon sens le plus élémentaire, ça a été dit, répété, lu partout. Mais pour moi, c'est surtout la victoire de la cupidité sur la justice. C'est la faillite du droit. Et je n'aborderai pas ce que nous vivons dans notre région depuis 3 semaines ou un mois, et ce que j'appelle les food primes, excusez-moi, c'est ce qui se passe à Castelnaudary, où la marque n'a plus la maîtrise de ce qu'elle vend. Alors je reviens aux subprimes. Une telle crise aurait-elle pu arriver en France? Il serait arrogant de ma part de le nier, mais je crois qu'on peut quand même en douter. Car au-delà de la réglementation en France, il y a le droit, et c'est ça l'essentiel. Vous avez tous en tête 2 arrêts de la Chambre mixte de la Cour de cassation de juin 2007, qui posent le principe qui est intéressant de rappeler, bien que ce n'ait pas été rendu dans des affaires du même type, des affaires immobilières, accordées à des particuliers. Il s'agissait d'emprunteurs non avertis. Le principe posé par la Chambre mixte est que la banque est tenue à leur égard à un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat et qu'elle doit satisfaire cette obligation en raison des capacités financières de l'emprunteur. Si les banques américaines avaient adopté une telle attitude, je crois que personne en dehors des États-Unis ne saurait aujourd'hui ce que c'est qu'un prêt subprime. N'est-ce pas là un beau cas de réflexion pour ceux qui défendent le droit français contre les assauts des auteurs de Doing Business? Je pose la question. Enfin, la dernière tentation, à éviter à mon sens, la substitution des règles économiques aux règles juridiques. Dans la mondialisation, il est tentant au nom du libéralisme d'écarter le droit au profit de régulations souples à finalité économique. Je ne reviens pas sur le food primes, mais je l'ai bien en tête. C'est alors à partir de l'analyse économique et des théories économiques qui sont fixées les règles du jeu. Mais, vous le savez, la science économique est faillible. Ce n'est pas dans la substitution des régulations économiques au droit que se régleront les problèmes de société. Les rapports entre le droit et l'économie, à mon sens, doivent être envisagés différemment. Tout d'abord, je l'ai déjà dit, la science économique est faillible. Les modèles qu'utilisent les économistes ne sont pas toujours très fiables. La meilleure illustration, si je peux me permettre de vous le rappeler, est la faillite de 2 prix Nobel d'économie aux États-Unis avec leurs propres fonds. Lorsqu'en 2008, le créancier principal, qui était la Russie, a été défaillant. Ce qui a fait dire à M. Greenspan que la défaillance russe avait été l'iceberg du Titanic, LTCM, donc le fonds de M. Myron Scholes et Robert Miron. Il faut dire que ce fonds avait investi 35 fois son capital. Le droit est indissociable de la vie, il est indissociable de la société et de ses activités, aussi bien pour les activités économiques que pour celles qui ne le sont pas. Mais pour bien comprendre les rapports, il est préférable de raisonner en termes de système et d'organisation. Si nous prenons par exemple le droit de la concurrence dans une économie de marché,
À mes yeux, il constitue un système global, cohérent, composé d'éléments de nature différente. Le marché et la concurrence sont fondamentalement des réalités de nature économique. Les objectifs que nous poursuivons sont principalement économiques. Et les techniques que nous utilisons pour organiser le marché et la concurrence sont de nature économique. Le droit est un élément fondamental de ce système. Le choix déjà d'adopter une économie de marché est un choix de société, donc un choix politique. C'est le droit qui concrétise et met en œuvre ce choix et cette volonté par des textes fondamentaux. Ensuite, c'est par le droit que sont institués les organismes de régulation et que leurs missions sont fixées. Enfin, c'est le juge qui tranche les problèmes et comme l'a parfaitement affirmé la Cour de justice des communautés européennes, le juge communautaire doit contrôler les données de nature économique. Dans ce système, le droit a une double fonction, une fonction d'organisation de l'ensemble du système et une fonction d'autorité suprême. Il est aussi porteur des valeurs de la société, il doit en assurer le respect. Ensuite, dans la finesse du fonctionnement du système, nous ferons prévaloir une solution juridique ou une solution économique en fonction des considérations d'efficacité ou de justice. Je l'ai dit, le droit de la concurrence est l'exemple même d'une symbiose entre le droit et l'économie, entre l'économiste et le juriste, mais une symbiose dans laquelle les règles fondamentales du système sont des règles de droit, car ces finalités vont bien au-delà des finalités économiques. Il est évident que le droit ne peut être dissocié de la vie. Les avocats, les juges, les notaires, tous ici, vous le savez parfaitement, vous le vivez au quotidien. Alors j'en termine, j'étais trop long, je le sais. Au-delà d'un mariage à trois, puisque je vous l'avais annoncé, droit, économie, mondialisation, il faut voir ce qui est au centre de ces unions. J'ai la faiblesse de penser que c'est l'homme, l'organisation de la société, et pour parler informatique comme notre président, la civilisation 2.0. Dans un monde parfait, le citoyen acteur de la vie économique devrait toujours garder à l'esprit que son intérêt individuel comporte une dose prépondérante d'intérêt collectif et que l'intérêt général n'est pas une vue de l'esprit. Si je reviens un tant soit peu sur la France, lorsque l'économie d'un pays est forte, les droits individuels et collectifs des citoyens augmentent. On l'a vu en France se développer avec le droit aux soins, à l'assurance maladie, à la retraite, etc. Et puis on a vu aussi que lorsque l'économie faiblissait ou que la richesse, je dirais, était moins certaine, eh bien c'est l'inverse qui peut se produire et c'est en ce sens qu'on peut affirmer que l'économie est finalement le levier du droit. A l'inverse, je crois que le droit est à l'origine lié à une nation et donc enfermé a priori dans ses frontières. Il est lié par essence à la souveraineté de l'État. C'est donc par une construction, une volonté politique forte que nous, Européens, construirons un droit supranational, vraisemblablement empreint de mondialisation, et nous le voyons avec la Grèce, l'Espagne, Chypre, l'Italie. Cette construction ne se fait pas sans difficulté, tâtonnement et remise en question. J'en finis. À quelques jours près, il y a 6 ans, le 2 avril 2007, New Century, le numéro 2 américain du subprime, faisait faillite. Cette crise sans précédent, depuis près d'un siècle, qui n'a toujours pas de nom aujourd'hui, approche de l'âge de la raison, 7 ans. Âge de raison ou nouvel équilibre? Quel levier pourrait permettre de le redéfinir en mettant un terme à cette déconnexion entre l'économie virtuelle et réelle, tout en sachant, évidemment, que le plus fort veut plus de liberté économique et le plus faible a un besoin impérieux de protection. Je suis convaincu que seul le droit peut y parvenir, car il sait s'adapter tout en conservant une dimension universelle pour construire une société, une civilisation plus juste. Nous connaîtrons alors l'apogée de la relation droit-économie, accélérée par la mondialisation. Cependant, et c'est ma profonde conviction, vraiment en guise de conclusion, si l'économie veut être reconnue comme une science qui pourrait faire fonctionner le monde, je crois que le droit devra continuer de conduire les hommes. Je vous remercie.